Connectez-vous bien avec le QR code. J'ai la chance d'avoir Donc je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont mis leurs oreillettes. Merci à vous. Et n'hésitez vraiment pas. Je sais que vers le fond, vous n'entendrez pas grand-chose. Déjà que moi, j'ai du mal à m'entendre. Bon. J'ai la chance d'accueillir 3 intervenants vraiment de très grande valeur aujourd'hui pour parler d'innovation au service de la réindustrialisation. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez BPI, qui me tient particulièrement à cœur. Et donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir inviter Ronan, Sophie et Freddy, à qui je vais proposer d'abord de se présenter, de présenter leur société. Et puis ensuite, on va rentrer dans le dur de comment est-ce qu'on peut mieux réindustrialiser la France en faisant travailler ensemble de la start-up, industrielle ou pas, et des industriels plus établis. Sophie ? Bonjour à tous, ravi d'être là. Est-ce que vous pouvez faire un signe de tête si vous entendez ? Ok, parfait. Je m'appelle Sophie Cahen, je suis ingénieure de formation et j'ai créé une entreprise avec des chirurgiens qui s'appelle Ganymede Robotics et qui développe un robot chirurgical pour le guidage du geste du chirurgien au bloc opératoire. Donc concrètement, c'est un objet physique qui embarque évidemment énormément de logiciels et dont l'objectif est de fiabiliser, sécuriser, accélérer aussi parfois le geste du chirurgien lors d'opérations de pose de prothèses qui nécessitent de couper des os, faire des perçages, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, on a levé une 40aine de millions d'euros, on est à peu près 40, on déménage bientôt dans 1000 m² avec des salles de thèse, d'ateliers, etc. Donc on est en phase d'industrialisation pour laquelle on a été très accompagné par différents partenaires, et je pourrais parler de ces interactions, et évidemment par la BPI. À titre personnel peut-être, moi j'ai travaillé 2 ans en optimisation de la performance pour la grosse industrie aéro, nucléaire, énergie, spatiale, avant de monter cette boîte, entre autres. Et puis j'ai la chance aujourd'hui de siéger au comité de pilotage ministériel sur les sujets de France 2030, sur les sujets robotique et électronique. Un dernier point peut-être, donc Ganymede vient d'être sélectionné dans le French Tech 2030, c'est-à-dire les 125 entreprises françaises au plus fort potentiel et notamment de réindustrialisation. Et donc j'essaierai de transmettre mon expérience en tant que CEO de Ganymede, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de confrères, consoeurs qui dirigent des entreprises de robotique industrielle ou autres. Et si je peux faire bénéficier de leur expérience et être leur porte-voix, je le ferai aussi. Voilà. Bonjour à tous. Merci Sophie. Ronan ? Bonjour à tous, je m'appelle Ronan Dullière, je suis le CEO et cofondateur de OSS Ventures. Donc OSS Ventures, c'est un startup studio et fonds d'investissement qui est spécialisé exclusivement dans les entreprises software et hardware à destination de l'industrie. Donc à titre personnel, j'ai bossé 10 ans dans l'industrie, à faire un peu tous les postes, y compris directeur de site ou directeur supply chain. J'ai créé puis revendu une société technologique à San Francisco. Et quand je suis revenu, j'ai dit bon, on va mettre de la tech, de l'industrie. Ça fait un peu moins de 4 ans qu'on existe. On a 19 sociétés dans le portfolio, 15 qu'on a co-créées, 4 dans lesquelles on a investi. On est présent dans à peu près 1200 usines dans le monde, beaucoup à l'international. Et le matin, les 20 personnes de mon équipe et les un peu plus de 500 personnes dans les équipes des startups se lèvent à peu près pour ça, à savoir parce que si on veut régler le changement climatique, tous les problèmes sociaux qu'on est en train d'avoir et notre dépendance et notre absence de souveraineté sur pas mal de choses, il va falloir qu'on repense notre modèle de production et humblement, on essaye d'être une partie de la solution à ça et de donner de l'argent à ceux qui veulent être une partie de la solution à ça. Voilà. Tu avais cette slide-là qui me paraît intéressante à commenter. Pour faire vite, je savais que tu la mettrais. Pour faire vite, je vous donne quelques chiffres pour que vous ayez des choses en tête parce qu'on va parler d'hybridation de la tech et de l'industrie. Vous allez dans une usine moyenne, aujourd'hui, là, comme ça, en France, vous shootez au hasard, vous rentrez dans une usine, en moyenne, il va y avoir 3,9% des sales qui seront le budget IT informatique. Chez Tesla, c'est 14,3%. Voilà. Pour nous, en fait, à la fin de la journée,
comment est-ce qu'on résume le fait d'essayer de mettre de la technologie dans les usines pour faire face aux défis dont on a parlé, c'est ça. C'est que, allez, dans 5-10 ans, l'usine moyenne chez nous, elle ressemble un peu plus à Tesla et un peu moins à des trucs codés dans les années 80, fond noir, écrit en vert. Voilà. Merci Ronan. Freddy, alors je précise je précise 2 points. D'une part, ceux qui n'auraient pas d'oreillette, vous pouvez en demander à la régie. Et deuxième point, Freddy a remplacé Stéphane Faut, qui est le PDG du groupe Norcan Sherpa, qui malheureusement a eu une urgence de dernière minute vraiment importante. Et on lui souhaite plein de succès dans cette urgence. Et donc merci Freddy d'avoir accepté de remplacer Stéphane un peu au pied levé. Je te laisse te présenter. Merci François-Xavier. Donc oui, effectivement, à FairCrae, j'ai le privilège de remplacer Stéphane Faut aujourd'hui à cette présentation. Donc pour représenter nos 2 sociétés Norcan. Donc Norcan, une entreprise établie de plus de 35 ans, établie dans l'Est de la France. Donc je pense avec mon accent chantant qui n'est pas du Midi, vous comprendrez qu'on est plutôt alsacien chez nous. Et donc une PME industrielle bien établie. Nous avons créé et nous avons actuellement intégré la gamme de robots Sherpa dans notre portfolio. Et donc nous avons vraiment besoin de cette robotique, l'innovation, au sein d'une entreprise bien établie. Et c'est effectivement cette partie que nous, on défend actuellement. Donc j'avais un parcours un peu atypique. Je suis sorti des accélérateurs de particules, une technologie de pointe à ce niveau-là, la recherche fondamentale et la protonthérapie, traitement de cancer. Ça rejoint un peu la médecine aussi. Et donc j'ai rejoint l'équipe Norcan et nous sommes 3 associés, Damien Winling qui est avec nous aujourd'hui, Stéphane Faut, notre président, et moi-même. Donc pour représenter Norcan, donc au niveau d'une entreprise qui sait faire dans l'innovation et qui a vraiment besoin d'avancer pour que l'industrie de demain donne encore plus d'innovation et plus de robotique à nos entreprises futures, à l'industrie. Peut-être la gamme quand même. Oui, pour la gamme, effectivement, rapidement, Parce oui. que tu n'as pas du tout décrit ce que faisait la partie Sherpa, il y a à peine Norcan. Non, donc effectivement, Norcan, nous présentons effectivement comme spécialiste de l'aménagement du poste de travail. Donc tout ce qui tourne autour du poste de travail, l'optimisation des flux et l'accompagnement des entreprises vers l'usine 4.0. Et donc à ce titre, effectivement, nous avons notre gamme de robots, nous avons intégré nos robots. Nous avons sur Norcan 5 familles d'applications qui sont les postes de travail, les convoyeurs, les moyens d'accès, les caractérisations, les chariots, donc tout ce qui est moyen de manutention. Et donc nous avons créé ce robot Sherpa avec différentes gammes. Nous avons 4 variantes du robot. Le Sherpa B qui était le premier, que vous voyez sur la photo là derrière. Donc le Sherpa B qui porte des bacs jusqu'à 200 kg. Vous avez le Sherpa P qui était le second, que vous voyez de l'autre côté de l'écran, qui porte des palettes jusqu'à 1 tonne 250. Nous avons depuis le début de cette année le Sherpa D pour les dollies, que vous voyez au milieu. Donc l'industrie automobile a besoin de ce robot et nous avons effectivement différents clients qui l'ont déjà mis en place et il tourne très très bien. Et le dernier né de la gamme des Sherpa, c'est notre Sherpa F, que vous voyez un peu plus en retrait, donc qui prend les palettes au sol. Donc ça, c'est l'ensemble de nos robots. Et donc, un portfolio de robots pour travailler avec et pour les opérateurs. Nous ne sommes pas là pour remplacer l'humain. Au contraire, nous accompagnons l'humain quotidiennement pour alléger ses tâches et pour enlever toute la pénibilité au travail. Ça, c'est vraiment l'enjeu majeur de Norcan et de SMR. Nous avons naturellement là-dedans une feuille de route bien tracée, bien établie, avec différents points très solides. Donc, il y avait des choix de développement à faire à l'origine. Donc, nous sommes rentrés là-dedans. Damien a créé le robot sur une serviette dans un restaurant un soir en cherchant comment alléger le quotidien de nos opérateurs. Ça, c'était le début. Naturellement, nous travaillons l'intégration avec nos clients, l'intégration donc de leur chaîne de valeur. Nous essayons de comprendre les évolutions des mondes industriels, du monde industriel et donc de la tech. Comment on ramène plus de tech dans ce monde industriel. Nous savons tous que tout ce que nous touchons de près ou de loin est fait par l'industrie. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les téléphones, les casques, tout ça, c'est fait par des industriels pour tout un commun, mais aussi pour faire fonctionner le monde de l'industrie. Et donc là, nous sommes vraiment derrière et relancer, redynamiser l'industrie. Nous y travaillons depuis quelques années dans notre entreprise, comme je pense la majeure partie d'entre vous. Nous n'attendons pas 2030 pour le refaire, mais nous avons vraiment besoin du soutien
de la BPI. Nous avons besoin du soutien de l'État, effectivement, et des collectivités pour arriver à avancer, pour faire en sorte que demain, nous ayons les fonds nécessaires pour financer ces innovations. Parce que ça, c'est un des points majeurs. Financer, Norcan a financé maintenant depuis quelques années cette innovation. Nous attendons maintenant effectivement des financiers qui nous soutiennent et des industriels qui veulent nous accompagner dans ce domaine. Nous accompagnons nos managers, là aussi. Nous avons un management plutôt horizontal, plus tellement pyramidal qu'il existait dans le temps. Et donc, nous sommes certains aussi que tout seul, nous n'y arriverons pas. L'image de la fin que François-Xavier a mis, c'est le 1 + 1 = 3. Nous sommes certains actuellement qu'une entreprise toute seule n'y arrivera pas. Et c'est la petite image qui montre bien deux petites entités qui se rejoignent au milieu avec la force d'une baleine, mais avec la vitesse et la réaction et la résilience d'un banc de poissons. C'est vraiment cette partie, durant le Covid aussi, qui a été notre force pour montrer qu'on peut, à plusieurs, être très résilient et très réactif. Merci Freddy, c'est une excellente transition sur la question qui était justement comment chacun d'entre vous vous appuyez sur l'écosystème et aider l'écosystème. On va peut-être commencer par Sophie. Nous, on a été spectaculairement aidés par l'écosystème. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si on ne l'avait pas été. Et je dirais de trois manières. La première, c'est évidemment le financement. On a bénéficié de beaucoup d'aides de la BPI au tout début. Oui. Ok, merci de m'avoir dit. Ok, sinon en régie, je ne sais pas si on peut monter mon son. Ok. Voilà, je disais qu'on a été spectaculairement aidés depuis nos débuts de trois manières différentes. La première, c'est évidemment le financement. On a bénéficié de beaucoup d'aides de la BPI. On a gagné tous les concours d'innovation possibles et imaginables, eLab en 2019, Innov, aide au développement d'ICTech, Boo French Tech, etc. Et ça, c'est évidemment très important et ça donne aussi accès à un réseau d'experts comme François-Xavier et d'autres qui peuvent donner des conseils. Le deuxième, et je pense que c'est ce qui est sans doute le plus déterminant pour nous à ce jour, c'est qu'on a noué très tôt d'excellentes relations avec des industriels, des vrais, des gens qui ont des usines, qui savent ce qu'ils font et qui ont eu à la fois, je dirais, l'intelligence et l'ouverture d'esprit de ne pas nous envoyer bouler comme trois jeunes dans un garage qui viennent les voir avec des grands rêves. Et ça, il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est allé voir des industriels qui sont nos partenaires encore aujourd'hui, qui ont l'habitude du monde start-up, qui fabriquent des dispositifs médicaux, qui sont, comme très souvent dans notre industrie, des gens qui bossent pour le nucléaire, pour l'aéro et pour le dispositif médical, donc tout ce qui nécessite la mécanique de précision, des industries très régulées, soumises à certaines normes, etc. Et on est allé les voir, et ça, j'avais beaucoup coaché l'équipe, et on pourra revenir sur le mode de management, sur une certaine forme d'humilité à aborder. C'est peut-être des sous-traitants, mais c'est eux qui vont décider si on survit ou pas, c'est pas l'inverse. Quand on est tout petit, on n'est jamais le client, même quand on paye. Au tout début, en fait, quelque part, on demande à des industriels de nous accompagner sur des prototypes, de nous faire des devis. On a 3,50 € en banque, mais ce devis va servir à aller convaincre des gens qu'en fait on est sérieux, etc. Il faut être, je pense, le plus transparent possible. Et là, je m'adresse alors aux startups dans la salle. Vraiment une relation de confiance qui se bâtit sur le long terme. Et l'enjeu de perception et de création de la confiance est hyper important. Parce qu'ensuite, on a eu aujourd'hui, on vient de lever 40 millions, tout va bien, mais on a eu des problèmes de cash, évidemment, comme toute start-up. Et on a été obligé de leur dire, on aimerait bien que vous nous livriez les protos, par contre, on ne vous paiera pas tout de suite. Et c'est des gens qui ont dit, OK, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, il n'y a pas de problème. Donc, et là, c'est juste un exemple. Je pourrais parler de tous nos sous-traitants critiques, des prestataires aussi de prestations intellectuelles sur du passage à l'industrialisation, des gammes de montage et des sujets d'expertise. Donc il y a vraiment, je pense, il faut trouver les bons partenaires et ce n'est pas forcément les premiers qu'on est allé voir, qui sont dans une démarche d'innovation, qui vont nous faire grandir sans nous mépriser. Mais à l'inverse, on fait l'effort d'être le plus professionnel et préparé possible dans nos échanges, parce qu'on sait très bien que s'ils priorisaient les sujets par CA promis, on serait tout en bas de la pile et ils nous alloueraient peut-être 1 minute de machine à café. Donc ça a été absolument critique. Et le troisième, je pense, nous, dans notre démarche, ça a été d'autres entrepreneurs, CEO. Je parlais des différents cercles, écosystèmes dont je fais partie. On a été incubé à Agoranov, qui est un incubateur deep tech public dans lequel il y a beaucoup de startups industrielles. Et on a vu des grands frères, grandes sœurs monter des usines sous nos yeux. Titium en dispositif médical,
qui fait des espèces de cols magiques pour faire de la suture. Insect, Innovafeed pour la protéine animale, ils ont monté des usines de zéro. Et donc on rencontre ces gens-là, on discute avec eux à la machine à café, c'est des gens que je connais bien maintenant dans différents réseaux. Et ils nous disent comment ils font sur les problématiques d'accès au foncier, de financement, d'effets de levier, les erreurs qu'ils ont faites. Voilà. Et il y a une certitude que je partage souvent, mais c'est que la rapidité d'exécution et de développement d'une entreprise n'est pas la somme de la vitesse d'exécution de chaque tâche. C'est la somme des erreurs qu'on ne fait pas. Et les erreurs qu'on ne fait pas, personne ici peut inventer la poudre intégralement. La somme des erreurs qu'on ne fait pas, c'est des gens qui ont vu le film déjà, quel que soit le film qu'on joue, un film industriel, un film start-up, un film de financement, un film RH, et qui vous disent, écoute, tu peux y aller si tu veux, mais j'y suis allé, j'ai vu, j'ai perdu, quoi. Et ça, avec ces trois aspects-là, je pense qu'on a réussi à naviguer jusqu'au stade actuel où on est capable aujourd'hui de monter jusqu'à 300-400 exemplaires de notre robot en pré-série puis en série de manière smooth et assurée. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Freddy, plutôt de l'autre côté, comment on s'appuie pour la start-up Sherpa sur les compétences de Norcan et sur le reste de l'écosystème? C'était un peu cette partie difficile dans une entreprise établie de créer dans notre entité une start-up. Ce n'est pas évident pour la start-up parce qu'on a toujours la vision de l'entreprise établie qui est derrière. Donc pour les financiers, ils ne vont pas se lancer dans une start-up qui a une entreprise établie à côté. On va dire, ils magouillent les finances, ils veulent tirer ça vers l'entreprise établie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, d'un autre côté, pareil, vis-à-vis d'une entreprise établie, pour rentrer de l'argent dans l'entreprise pour soutenir cette start-up, ce n'est pas évident non plus. Et donc, on tire sur les liquidités de l'entreprise, sur le cash de l'entreprise pendant des années. Et donc là, derrière, l'entreprise doit avoir les reins solides. Donc, il faut vraiment faire les bons choix dès le départ. Sur la technique, qu'est-ce qu'on veut lancer? Il faut y croire au modèle et aux produits qu'on veut mettre sur le marché. Il faut vraiment y croire, être certain qu'on va réussir. Il faut se donner la tech. Donc nous, on a fait ce choix. On a produit, développé, on a commercialisé l'entièreté de notre robot. Donc toutes les équipes techniques, soft, hard et soft, sont chez nous et sont dans la maison. Naturellement, ça a un coût. Et ce coût, effectivement, il est très élevé. Donc là, la partie finance derrière, il faut se poser les questions. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on va pour ne pas mettre en danger l'entreprise établie. Mais pour moi, dans l'entreprise établie, c'est une aubaine d'avoir à côté de moi cette start-up, plus tellement start-up parce qu'elle commence effectivement à monter dans le monde industriel, mais d'avoir Sherpa SMR, Sherpa Mobile Robotics à côté de nous. C'est effectivement cette innovation qui, nous, en tant qu'industriels, va nous permettre de grandir avec notre portfolio et de faire grandir notre CA dans les années à venir. Merci. Alors côté OSS, qui est plutôt en soutien là, je pense que même si tu utilises des industriels, il faut bien des PC et des serveurs, mais bon. On est complètement en soutien. Je pense qu'il y a trois ingrédients nous, dans les startups qu'on fait ou dans lesquelles on investit. C'est faut les industriels, faut les gens qui viennent de la tech et il faut de l'argent. Voilà. Donc c'est assez simple. Si je prends dans l'ordre, les industriels, donc nous on a une base de données d'à peu près 860 industriels chez qui on a passé au moins un jour. Le constat, c'est qu'il y a 5% des industriels pour lesquels le futur est déjà une réalité. C'est-à-dire, ils ont des data scientists qui courent partout, ils ont des software engineers, ils codent. C'est déjà la réalité. On va chez Tesla ou, je peux en citer un, on va chez Tesla ou chez Michelin, c'est la même chose. Pour moi, Michelin, ils sont aussi avancés que Tesla. Donc il y a 5%, ils y sont déjà. Il y a 15 à 20%, ils se posent des questions, ils veulent y aller. Et après, il y a deux parties beaucoup plus difficiles, avec des nuances de j'aime pas, je veux pas y aller, j'y crois pas, etc., etc. Ça a quand même beaucoup changé, parce qu'il y a 5-10 ans, je pense que les nombres n'étaient pas du tout ceux que je viens de vous citer. Donc il y a plein d'industriels. Je pense aussi que les start-upers, les gens qui viennent voir les industriels et qui ont l'humilité de dire il y a plein de trucs que je sais pas. Et les industriels, c'est pas que des vieux dinosaures qui savent rien faire. Ils ont un vrai savoir-faire. Et je vais me permettre de challenger certaines parties, mais d'autres, je vais me dire que je sais pas. Et donc je vais essayer de créer. C'est critique dans le fait que ça marche. Nous, des jeunes de 24 ans qui allaient expliquer à des patrons de sites qu'ils allaient tout changer parce que globalement ils avaient une idée, ça n'a pas bien fonctionné. Sur la deuxième partie, la tech, de façon contre-intuitive, les talents de la tech, il n'y en a pas encore beaucoup qui ont compris que l'industrie, c'était là où il faut aller. De plus en plus, mais pas encore beaucoup.
Nous, on a quotidiennement des gens qui viennent de mondes où on est dans 3 arrondissements parisiens, on prend 200 000 balles à 30 ans et on va pas dans les usines, quoi. Donc quand on leur dit il va falloir prendre des trains à 5 h du matin, va falloir peut-être parler à des gens, et puis il y a la réalité du monde physique qui fait qu'en 24 heures on saura si ça marche ou pas. On est mieux dans la fintech à lever et attendre 18 mois pour voir si ça va, quoi. Ceci dit, là aussi ça change énormément. Il y a un gros push de BPI. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui ont créé une boîte, qui ont fait un peu d'argent et qui se disent ok, mais à quoi bon? Et en fait, ok, mais à quoi bon? Ils arrivent sur quoi? Ils arrivent sur le climat, le social. Et le climat, le social, ça va peut-être pas se régler qu'en faisant des apps, quoi. Peut-être qu'il faut aller voir l'industrie et peut-être qu'il faut changer notre modèle productif. Donc de plus en plus, par le sens notamment, les talents de la tech, ils arrivent sur l'industrie. Et donc sur la troisième partie, l'argent. Bon, déjà il y a nous, on a ce qu'on peut, mais déjà il y a nous, mais je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis revenu en France, donc je suis revenu de Californie, le premier meeting que j'ai eu, c'était avec un venture capitaliste assez connu en Europe. Et je lui ai dit ouais, je vais faire ça dans l'industrie, etc. Et il m'a répondu cette phrase inénarrable. Il m'a dit mais l'industrie c'est pas une niche. Donc 25% du PIB mondial, une niche. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. Donc il y a aussi beaucoup, on va dire, d'évangélisation à faire auprès du capital pour expliquer que l'industrie, ça peut être autre chose que des croissances un peu molles, beaucoup de capex, des trucs compliqués, des cycles longs, du risque industriel qu'on ne comprend pas, et 40 ingés en face qui disent des trucs qu'on ne comprend rien. Il y a aussi des histoires, tu citais Exotech, maintenant chez toi aussi, des croissances qui peuvent être météoritiques. Je leur rappelle toujours à ces gens-là que l'homme le plus riche du monde, il s'appelle Elon Musk, et il a fait 2 boîtes qui font des usines. Donc peut-être qu'il faut se poser la question du profil des prochaines startups qui vont dominer le marché et donc les retours sur investissement. Mais c'est quand même, quand on ferme la porte et qu'on a autre chose que les discours publics, ça reste un défi, ça reste de l'évangélisation et on est au début. Donc ça prendra 10-15 ans, mais on est au début. Pour faire marcher tout cet écosystème, puisque c'était ta question, on a essayé plein de choses, on a raté plein de choses. Il y a quand même un truc qui marche, c'est de rappeler juste le sens de ce qu'on fait quand on est industriel. C'est-à-dire le sens de mettre une usine dans les territoires, là où il n'y avait plus de pognon, et d'aller l'exporter aux États-Unis pour tirer des dollars aux Américains, c'est quand même sympa. Versus faire une boîte qui vend à la Startup Nation dans une espèce d'économie circulaire de Ponzi où c'est des techs qui vendent à des techs et à la fin où va l'argent, quoi. Donc ce sens-là, cette proximité avec les défis les nouvelles générations, les industriels, tout le monde comprend le défi climatique, le défi social, tout le monde comprend qu'il y a une proximité avec le monde physique. Ça met tout le monde d'accord et en tout cas c'est un levier assez puissant qu'on a trouvé nous pour essayer justement de fédérer ces écosystèmes qui sont encore un peu loin. Si je peux juste construire un tout petit peu là-dessus. En fait, il y a énormément d'enjeux sociétaux qui sont passionnants, qui se bousculent parce que quand on discute avec France 2030, notre ministre de l'Industrie, Roland Lescure, etc., donc il y a un énorme sujet de réindustrialisation, de décarbonation de l'industrie, mais aussi d'aller implanter des usines, s'appellent des néo-usines. Alors pourquoi? Mais c'est parce que c'est des usines nouvelles sur des métiers qui n'existaient pas avant, la protéine végétale, etc., partout dans les territoires. Et en fait, on est là dans des enjeux de souveraineté, d'équité sociale, d'accès à l'emploi. Ce que tu citais à l'instant, c'est la pénibilité du travail. Enfin, si vous avez écouté un tout petit peu les informations sur ces dernières années, on est au cœur des vrais enjeux. Et peut-être pour donner quelques exemples, parce que c'est toujours plus parlant quand on ne connaît pas forcément. Quand on parle de start-up pour l'industrie 4.0, t'en as des milliards des exemples, mais j'en ai parmi mes amis, donc je me permets. Il y a par exemple des gens qui utilisent l'IA ou ce qu'on veut, mais en tout cas des logiciels pour améliorer la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'on va dire à l'industriel quand est-ce qu'il faut qu'il fasse la maintenance de ses machines pour éviter les pannes sans trop les immobiliser. Pareil sur la consommation d'énergie. Comment est-ce qu'on peut optimiser? On sait que l'industrie, ça peut être très énergivore. Optimiser la consommation d'énergie d'une usine. J'ai aussi, par exemple, des amis qui font... Aujourd'hui, il y a des robots industriels, les KUKA, les Stobli, il y a plein de marques, alors 4-5 en Europe, beaucoup plus ailleurs, qui ont chacun leur langage de programmation différent, qui ne se parlent pas et qui sont propriétaires. On ne peut pas rentrer dedans et du coup, il faut du bac+12 pour comprendre sur quoi il faut appuyer et comment coder une trajectoire robotique. Eux, ils font un espèce de traducteur universel pour pouvoir parler à tous les robots avec des mots et des gestes simples. Très très bonne boîte, on a investi dedans. Vas-y.
Bon, bah voilà, visiblement le monde est petit, on a les mêmes amis. Mais voilà, donc il y a un écosystème qui se construit. Ce qui est génial, c'est qu'il y a zéro concurrence. En fait, on veut que le travail soit moins pénible pour les opérateurs, on veut émettre moins, on veut être capable de retraiter les déchets. Qu'est-ce qu'on fait ensuite des déchets pollués avec des effluents qui sont pollués avec des métaux lourds? Bon, bah, il y a aussi des startups qui bossent sur l'extraction liquide-liquide pour dépolluer. Il y a 1000 choses qui se passent et c'est passionnant et c'est vrai que c'est lié à la vraie vie. Nous, alors, on ne va pas visiter forcément des tas d'usines, on va au bloc opératoire, c'est aussi des trains à 5h du mat, et c'est le contact avec la vraie vie. Et en fait, les ingénieurs adorent ça. Ils adorent ça, et parce qu'il y a effectivement la notion de sens. Alors nous, il y a le médical, mais d'insertion dans la vraie vie, dans le tissu économique, territorial, etc. Donc c'est des enjeux complètement passionnants. Et réciproquement, et je m'arrêterai là pour céder la parole, mais on voit que nous, start-up, on peut aider les industriels. On peut vraiment beaucoup les aider, en tout cas quand on réfléchit un peu à nos sujets. Ils ont des enjeux de recrutement énormes parce qu'ils ne sont pas sexy et que, au sens, voilà, la génération Y, Z, comme on veut l'appeler, ils n'ont pas tout à fait encore forcément les codes de l'employer branding. Et du coup, ils viennent nous voir pour nous dire comment est-ce que je recrute plus, mieux, parce qu'ils ont des enjeux capacitaires. L'aéro a repris, le nucléaire a repris. Donc nous, pareil, on se retrouve en bas de la pile. On a tout intérêt à ce qu'ils progressent. Ils ont des enjeux de recrutement, ils ont des enjeux capacitaires d'investissement. Et aujourd'hui, qui vous parle? Alors heureusement, il y a un industriel, mais sinon, c'est une start-upeuse qui n'a pas encore son usine. Pourquoi? Parce qu'on a les codes verbaux, politiques, on a accès à la table des discussions. Et nous, nos sous-traitants qui fabriquent vraiment pour des tas de startups qui mériteraient sans doute un tout petit peu plus de lumière, n'en ont pas. Et donc notre job aussi, quand on est assis avec des politiques à la table, avec la BPI, c'est de dire, alors nous, en vrai, on a du cash et on arrive à aller se débrouiller. Par contre, les mecs qui fabriquent pour nous, ils sont grave sous l'eau. Ils ont un carnet de commandes qui déborde. Ils décrochent même plus quand le directeur des achats de Thales appelle. Il faut les aider, eux. Et ils n'ont pas cette ambition-là. Ils n'iront pas forcément écrire les dossiers d'appel à projet. Donc tout ce qui est en consortium, nous, on essaye de tirer notre tier one de sous-traitants pour monter avec nous, quoi. Voilà. Donc il y a une réciprocité possible. Merci beaucoup, Sophie. C'était la question d'après, comment on accélère la convergence. Je pense que c'est un vrai élément. Alors, nous, BPI, on n'a pas besoin d'être convaincus. Il y en a quelques-uns ici qui nous levons à 5 ou 6 heures du matin pour aller prendre des trains, pour aller dans des usines. Donc nous, normalement, c'est à peu près bon. Mais en revanche, c'est intéressant qu'on ne soit pas seul à porter ce discours. Parce que l'État, on est opérateur pour eux. Donc on a besoin des start-upers et des industriels, en effet, pour convaincre ça. Mais comment on fait pour continuer à accélérer? Parce que je pense que cet élément de sens, il est critique. Enfin, quand on parle de bore-out et trucs comme ça, on se dit mais comment c'est possible dans l'industrie? Juste, c'est pas possible, quoi. Donc, ça peut arriver que dans des métiers de bureau. Comment vous aidez, vous, concrètement, cette convergence tech et fab? Parce que justement, c'est aussi... en dehors de l'aspect environnemental, c'est aussi l'aspect social de réimplanter dans des villes moyennes, les usines en général. Bon, chez Sophie, j'avoue, quand je suis allé chez Sophie, j'ai pris mon vélo, donc c'était pas un énorme trajet. Mais c'est un peu un contre-exemple. Pour aller chez Freddy, j'ai pris un TGV. Donc, comment on fait ça? Ta question, c'est par rapport au lien entre Tech et Fab. Tech et Fab. Pour justement entraîner ce soir un peu de pub, je fais un slot sur la bulle French Fab sur comment créer cet imaginaire de l'industrie, recréer cet imaginaire de l'industrie. Parce que pour moi, qui d'entre vous se lève le matin en disant « Ouais, j'ai envie que l'industrie, ça passe à 12% du PIB parce qu'on est à 10 et passer à 12, ça me fait vraiment triper. » Sérieux, moi, ça me fait pas triper. Me lever le matin pour dire on a des gens qui vont dans les usines et ils ont des boulots intéressants et on les aide à ce que ce soit encore plus intéressant, ça me fait me lever le matin et d'être à 6h du matin à la Gare du Lion. Donc voilà, comment on est de ça? Chez nous, au niveau des entreprises, il faut déjà effectivement donner envie au personnel de venir tous les jours. Effectivement, se lever le matin et avoir la banane quand on vient à son travail, ne pas rentrer dans une usine des années 50. On voit souvent cette différence dans l'automobile. Je prends juste le cadre de l'automobile. Une entreprise allemande bien réputée, quand on rentre dans des entreprises qui ont 50, même 100 ans d'âge, quand on rentre dedans, c'est des usines accueillantes. Elles sont propres, elles sont au goût du jour, elles ont rentré cette robotique. Chez nous, en France, on a aussi rentré la robotique. On a plein de robots qui font fabriquer les voitures, mais derrière,
l'aspect extérieur de l'entreprise n'est peut-être pas aussi soigné qu'il ne l'est de l'autre côté de la frontière. Donc nous, on voit cet échange entre la France et l'Allemagne, mais également la Tech in Fab, nous, on l'a faite avec nos robots Sherpa. C'était un grand pas qu'on a fait en avant pour montrer qu'on sait faire beaucoup de choses dans la robotisation avec l'industrie. Nous l'avons fait récemment, nous sommes en train de travailler un autre mouvement accéléré avec Julien Masson, qui est juste devant nous, sur le projet Néo. Et nous avons un nouveau projet sur lequel nous travaillons, qui peut être une nouvelle start-up dans notre entreprise, avec un projet qui a rendu service à une entreprise établie, en enlevant la pénibilité avec un transstocker vertical, en rajoutant beaucoup d'intelligence. Et c'est sur cette partie intelligence qu'on nous attendait. Vous savez faire des convoyeurs, vous savez faire des robots, vous savez faire des postes de travail, mais qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus? L'entreprise de demain, on attend plus d'elle que juste une partie mécanique. La partie mécanique devra faire, c'est une commodité, mais c'est l'intelligence qui est au-dessus, les 2-3 couches qui sont supérieures à juste la partie mécanique. Comment demain on va tirer notre production, comment demain vous allez nous aider à augmenter nos leviers de croissance, à faire en sorte que cette intelligence va gérer nos stocks, entrée et sortie de stock, pour que le gars qui est à la réception n'ait plus besoin de rentrer à son ordinateur. Donc donner cette envie, c'est qu'on fait grandir nos collaborateurs, c'est qu'on leur donne beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de valeur. Et c'est cette partie, on l'avait commencé avec le Sherpa en disant un travail redondant d'un bonhomme qui tire la palette toute la journée, on en a eu et on a des clients comme ça qui l'ont enlevé, qui tire la palette toute la journée sur 250 mètres aller-retour, toute la journée il fait que ça. On a mis un robot en place, on a fait une petite formation à cette personne, elle enregistre des données, elle surveille les données, mais cette personne elle vient avec la banane le matin, alors qu'avant c'était un boulot pénible, le soir elle rentrait, elle était physiquement fatiguée, mais elle n'avait plus envie de retourner à son boulot le lendemain. Là maintenant elle court à son travail et c'est cette donnée que nous on veut rapporter aux gens, aider à mettre toute cette tech, toute cette intelligence au service de l'industrie. Peut-être sur l'industrie notamment, j'ai quand même l'impression tenace qu'il y a un problème de vision et il y a un problème d'incarnation. Sur le problème de vision, on parlait des difficultés de recrutement. Je vais vous citer quelques entreprises qui n'ont aucun problème de recrutement. Michelin, ils n'ont pas de problème de recrutement. Nutri-7, ils n'ont pas de problème de recrutement. Sauf que Nutri-7, vous arrivez, c'est des gens, ils font des pâtes de trucs pour manger pour les enfants malnutris. Quand on arrive sur la première télé, il y a le nombre d'enfants qu'on fait dans le monde et ils disent voilà ce qu'il faut faire pour aller à zéro. Voilà. Et eux, quand ils arrivent, ils disent aux ingés, voilà, on va te donner tout pour faire en sorte de faire ça, tu vois, la télé que tu as vue, aller le truc à zéro. Ça, c'est le côté vision. Et en fait, alors l'industrie, si on se parle, s'en est quand même pris plein la tête dans les 10-15 dernières années. En termes d'accès au capital, en termes de vision, on est passé de 20 à 10 points du PIB. Il y a eu d'ailleurs un bouquin de Dufour qui disait qu'il y a eu quasiment un consensus national contre l'industrie, ce qui est vrai. Bon, on est en train de sortir de cette phase. Mais maintenant, ce qui reste, c'est des gens qui ont fait la tortue pendant 10 ans et c'est un peu difficile. Et donc, cette vision-là, les industriels qui ont cette vision et qui sont capables de la communiquer, il y en a trop peu. Et donc, évidemment, j'étais chez un sous-traitant de rang 2 automobile, spécialisé dans les moteurs à explosion, dans une petite partie du moteur à explosion. Je lui dis, toi tu fais quoi? Il me dit, moi je fais ce truc là dans le moteur à explosion. Je lui dis, et j'ai des problèmes de recrutement. Oui, évidemment. C'est sûr. Raconte-moi que tu vas inventer la mobilité de demain, ou raconte-moi que tu veux faire en sorte qu'il n'y ait plus de CO2 par kilomètre chez les jeunes. Et tes guys, ils sont, moi mes gars je les paye au SMIC parce que je peux pas faire plus. Parce que mon business model n'est pas le bon, parce que j'ai pas assez de vision, etc. Et ça, c'est malheureux, mais aujourd'hui, il y a une grande part de l'industrie qui est coincée dans un cycle où pas de vision, pas d'accès au capital, marché en déclin, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc oui, ça, c'est sûr, il y aura toujours des problèmes. Sur l'incarnation, quelques stats quand même. Avec la construction, l'industrie est le secteur où il y a le moins de femmes. Avec les startups, l'industrie est le secteur où le management est de la moins bonne qualité. Donc on a aussi, nous, à faire notre... Y a-t-il une corrélation? Pardon. C'est quoi? C'est causation isn't correlation. Ouais, bon. Mais peut-être, on ne sait pas. Mais on a aussi un aggiornamento à faire pour que ça soit sexy. Je veux dire, dans les boîtes aux US qui n'ont aucun problème pour recruter, Tesla, SpaceX, les meilleurs du monde y vont. Maintenant, c'est plus classe d'aller chez SpaceX que d'aller chez Google. Peut-être que pour rapprocher la tech et la fab, il faut qu'on ait
une nouvelle incarnation, peut-être des générations différentes, peut-être des femmes, peut-être des gens aussi, peut-être qui n'ont pas le profil ingénieur. Ce serait quand même incroyable. Et donc avoir une incarnation, une vision différente, et du coup qui emmène les foules et qui emmène aussi le capital. Parce qu'un des trucs qu'on oublie, c'est que toi, tu as levé des fonds, tu le sais, le capital c'est très rationnel, c'est des Excel, mais c'est aussi une vision, c'est aussi un effet d'entraînement qui va emmener les talents, qui va emmener des choses et qui va enfin redonner cet élan-là qu'on a un peu perdu dans les 10 dernières années. Passionnant, il y a beaucoup à développer, mais je vais encore vous sortir une petite citation à la mort moelleux, mais je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit si tu veux que tes équipes ou ta nation ou qui tu veux ou ton industrie construisent un bateau, tu peux leur donner des boulons, du bois et un plan, ou tu peux les faire rêver du large. Et je pense qu'on ne fait pas forcément assez rêver du large, c'est le sujet du narratif dont tu parlais, de l'incarnation, de la vision, etc. On a en France des atouts énormes, alors qu'on s'est gentiment tiré des balles dans le pied, mais là, il y a un petit retour de bâton. Donc sur le narratif industriel, sur l'énergie pas chère que représente le nucléaire, voilà, il y a, heureusement, à mon sens, là, il y a un virage qui est en train d'être pris, qui va mettre du temps à se matérialiser très probablement et qui va nécessiter des milliers d'ingénieurs, de gens du bâtiment, de soudeurs, etc. Donc il y a un enjeu de formation et de montée en puissance. Mais on a d'excellents ingénieurs, on a des accès au port, au transport, à la logistique, on a énormément d'atouts, évidemment, l'énergie quand même décarbonée et si elle n'était pas indexée sur le prix de n'importe quoi, pas cher. Donc ça, c'est des atouts énormes. Ensuite, effectivement, il y a le sujet vision, et ça on voit chez nos partenaires. On a envie de leur dire, mais tu pourrais raconter une tellement plus belle histoire. Je veux dire, on va exporter, on va conquérir des marchés, c'est une techno qui a tel et tel avantage, enfin, ce que tu disais. Et en fait, il y a peut-être, nous, forcément, start-upers, on développe un tout petit peu l'art du pitch et du narratif, parce qu'on y est obligé pour notre survie, et c'est pas leur cas. Parce qu'ils font du chiffre d'affaires, c'est un peu... Bon, c'est bien aussi, hein, mais je veux dire, c'est parfois la nécessité de la survie crée des skills qui peuvent être utiles, même lorsqu'on a assez à manger, quoi. Sur cet aspect narratif, je vais raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais en 2014-15, j'étais patron de l'usine qui depuis a conditionné les vaccins Pfizer. Et j'avais une quinzaine d'opératrices. Alors là, il n'y avait que des femmes, parce que c'était un travail très minutieux. Et là, on sait que les hommes sont clairement pas au niveau. Travail très minutieux, c'est regarder 15 à 20 000 flacons grands comme ça. Vous avez vu les flacons où étaient vos vaccins, grands comme ça, et vérifier qu'il n'y avait pas de défaut. Et j'avoue que moi, j'étais incapable de faire le boulot, et j'aurais trouvé ça insupportable. Et à un moment, je parlais à une opératrice, elle me dit « Mais attends, là, si je vois pas le défaut, il y a un patient qui meurt. » C'est ça le sens. Et là, elle se levait le matin, elle bossait de nuit pour regarder ses flacons à 3 h du matin, parce qu'elle sauvait la vie d'un patient. C'est exactement ça, ton point sur le narratif. Il y a cette fierté dans le luxe, par exemple. Enfin, une des plus grosses industries exportatrices françaises, c'est beaucoup d'artisanat. On appelle ça ce qu'on veut, mais enfin, c'est des gens qui travaillent sur des tâches qui nécessitent une expertise, mais aussi beaucoup de répétition. Et il y a cette immense fierté du luxe, de la cosmétique français. C'est super. Mais on pourrait avoir ça sur énormément de choses. On parle beaucoup d'hydrogène. Le quantum, il va y avoir un passage à l'échelle sur le quantique et on est en pointe sur la recherche. Et voilà, donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à l'excès de cocorico, mais le déficit n'est pas génial non plus, quoi. Parce qu'on voit que les industries où il y a une forme de fierté d'exporter, etc., se portent extrêmement bien, quoi. Voilà. Et peut-être, vu qu'on est à la BPI, je me permets de mettre juste un item dans la liste de courses. Je te charge d'aller l'envoyer au bon endroit. Dans la macrophase des 10 ans avant, où il y a eu ce pacte contre l'industrie, il y a eu une naïveté quant à la guerre économique qui nous a été faite depuis la Chine et depuis les États-Unis, qui a été très forte. Sans enlever notre culture du libre-échange, notre culture d'ouverture européenne, peut-être qu'il y a une sauvegarde du modèle européen par exemple, dire que si tu as produit avec un CO2 beaucoup trop important en Chine, en fait tu vas avoir une taxe. Ou que l'économie circulaire, vu les externalités positives, on va faire de la taxation intelligente qui à la fin fait zéro et il n'y a pas de distorsion de concurrence, mais qui en fait permet de ne pas être naïf dans la phase dans laquelle on arrive. Juste pour qu'on ait en tête nous on est dans le software. Il y a Biden, il a créé l'IRA, Inflation Reduction Act. C'est pas du tout pour réduire l'inflation, c'est pour mettre des usines aux US.
quand 500 vous achetez, milliards, 500 milliards. achetez un software pour une usine aux US, vous dépensez $1, il y a Biden qui vous donne $1. Ça incite. Donc nous, on fait beaucoup de ventes de software aux US basées de France. Mais la question, ce serait comment est-ce qu'on fait pour que, au niveau français, au niveau européen, j'en sais rien, je connais rien, bonne chance, mais que vous arriviez à mettre quelque chose en place qui fait qu'on arrête cette espèce de naïveté de tout le monde est gentil et il n'y a pas de guerre économique. Voilà. Non, mais je partage. Enfin, bref, il y a énorme naïveté sur le sujet intelligence économique, guerre, copiage, etc. Après, parfois, malheureusement, typiquement aujourd'hui, quand on cherche des capitaux au-dessus de 70-100 millions d'euros, et c'est probablement la taille de notre prochaine levée, c'est quand même très difficile de les trouver en Europe ou en France. Tu vas les trouver aux US, mais il faudra que tu ailles au Delaware et que tu leur files ta propriété intellectuelle. Ou pas, mais bon voilà. Donc malheureusement parfois il y a naïveté, puis il y a de la candeur, il y a du pragmatisme, et la limite n'est pas toujours évidente à trouver. Mais il y a eu effectivement l'effet Covid, juste sur l'industrie, qui a eu un effet majeur. On s'est rendu compte que notre foi naïve en des supply chains fluides, transparentes, mondialisées, que ces produits-là, ça se retrouve là en un claquement de doigts, en fait, était très fragile. On s'est rendu compte aussi qu'on était infoutu de fabriquer des masques en France. Et on s'est dit, zut, voilà, il y a peut-être... Et donc là, on voit, nous, sur l'industrie du dispositif médical, il y a des plans dispositifs médicaux, il y a de l'aide sur des tas de sujets pour arriver à reproduire ici, parce qu'au-delà de cette candeur d'intelligence économique, il y a aussi, on sort d'une candeur de... tout vient bien se passer, c'est produit ailleurs, c'est comme si c'était ici. Bah non, pas exactement en fait. L'espace n'est pas compressible. Ouais, alors pour rebondir sur le point je permets juste au niveau des entreprises, on a aussi énormément de pépites, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises établies. J'en vois quelques-unes ici dans les gradins. Et donc ça aussi, ces pépites d'entreprises françaises qui ont évolué, qui ont changé vers la tech et qui se remettent en question tous les jours, pour elles, c'est très difficile après de lever des fonds. Donc effectivement, dans une innovation dans le médical, peut-être des fois un peu plus facile, dans tout ce qui est IT, dans tout ce qui est software aussi. Mais dans l'entreprise établie, dans le dur, effectivement, des fois, c'est très difficile de lever des fonds. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on mise en France, de soutenir ces entreprises. Nous-mêmes, on en fait partie, effectivement, une entreprise établie. On a à côté nos robots, mais derrière, pour lever des fonds pour cette entreprise, c'est pas évident parce qu'ils disent vous avez un CA, vous devriez arriver à vous en sortir. Avec tout ce qu'on a investi dans la recherche, mais c'est pareil, il faut trouver cet argent. Et cet argent, mis à part aller vers des Américains ou des Chinois qui sont prêts à eux à mettre de l'argent sur table pour acheter effectivement notre intelligence française, on a du mal à le trouver en France. Et donc ça c'est effectivement un appel que je fais aux financiers. Cherchez et soutenez vos entreprises françaises. Il y en a dans la salle, j'en connais. Oui, j'en connais aussi quelques-uns ici. Ce sont des pépites. Soutenez-les, ces pépites françaises. Là-dessus, je réponds un tout petit peu avec ma casquette BPI. On a bien conscience qu'il y a malheureusement un vrai tout. Je suis au bord d'Insect. Je me suis fait allumer par mes co-investisseurs sur le thème. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'investisseurs français au capital d'Insect? Je dis, attends, nous on est là. Ouais, d'accord, mais à part le public, parapublic, qu'est-ce qu'il y a dans le privé? Il y a un vrai sujet on a tellement désindustrialisé que nos investisseurs, ils savent plus ce que c'est qu'une usine. Et donc, ils font comment il s'appelle, Warren Buffett. Je me barre, je comprends pas, je pars. Et donc, comment on les rééduque? Je pense qu'en effet, ce que tu disais, Sophie, la parole des start-upers a la chance d'être beaucoup plus facile, l'accès à l'écosystème très parisien, vous l'avez plus que depuis Agno. Et donc c'est dommage parce que franchement, pour avoir vu Sherpa, c'est vraiment impressionnant comme robot aussi. Il faut vraiment l'utiliser. Donc ça, c'est un point. On va se laisser 3-4 minutes sur un sujet un peu douloureux aussi, si vous voulez bien, puis on passera aux questions-réponses, qui est le sujet du foncier. Comment ça se gère pour vous? Alors, Sophie, tu as la chance de ne pas avoir une usine qui sera jamais 20 000 m². On n'est pas concerné, donc je vais vous épargner ma prose. Moi, je peux vous raconter l'histoire. On a investi récemment dans une entreprise, Mobion, qui fait des scooters à pérennité programmée, donc en économie circulaire. Et Mobion, alors le fondateur est brillantissime. Et notre ami fondateur, il a repris une usine à la barre du tribunal. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'en fait, il y avait déjà plus d'autorisation, tout le légal était déjà là. Par contre, il a pris un risque il a repris, je crois, 30 opérateurs sur les 60 opérateurs.
L'usine est beaucoup trop grande et on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut en termes de flux, etc. Et en fait, pourquoi il a choisi ça? Déjà, d'un point de vue économique, on pense qu'on va s'y retrouver mieux que si on avait fait ce qu'on appelle un greenfield, c'est-à-dire aller chercher et créer une usine ex nihilo comme ça. Il l'a fait aussi parce que l'accès au foncier, on avait regardé, c'était 2-3 ans. Vraiment en compressant tout, en allant voir le maire et compagnie. Et on s'est dit, on n'a pas 2-3 ans, quoi. Parce que le marché du scooter, il est comme ça, il ne nous aura pas attendu, d'ici 3 ans, il sera là-bas, quoi. C'est un vrai sujet, l'accès au foncier. Mais au-delà de l'accès au foncier, on va dire, oui, on peut simplifier les procédures administratives, on peut faire plein de choses. Mais là, il y a eu une usine en Bretagne dont le projet a été arrêté parce que la population a en gros, la population, soyons plus précis, des organisations et des ONG ont décidé que c'était pas la bonne chose parce qu'il y avait le lévrier à poil argenté, je ne sais quoi, qui voulait pas. Mais en fait, la question fondamentale, c'est notre consentement en tant que société à est-ce qu'on veut de l'industrie back en France. Je veux dire, si on veut de l'industrie en France, peut-être qu'il va falloir mettre des mines. Il y a une mine qu'on va rouvrir en France. Ça ressemble à quoi une mine qui est acceptable en France? Moi, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on trouve un consensus de la société qui dit une mine acceptable en France, c'est ça. Une usine acceptable en France, c'est ça, pour arriver à trouver du foncier, etc. Et alors, tu parlais d'imaginaire, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous assis sur des trucs, vous avez des laptops, donc vous avez des trucs qui ont été minés dans des endroits que vous ne voudriez pas avoir chez vous. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, on est dans un monde où notre modèle productif est complètement désaligné avec ce qu'on se raconte. Et quand on dit sur Twitter, oh là là, c'est terrible, je vote contre ça. Non, vous votez pour ça. Vous avez acheté un smartphone. Donc la question, plus large, et alors ça va prendre un consensus, ça va être long, mais c'est quel consensus on arrive à créer sur une utilisation du foncier, des mètres carrés, la paye, comment est-ce qu'on fait pour un consensus sur un modèle productif qui nous va chez nous, versus un modèle productif où on exporte notre dette sociale et notre dette environnementale à des gens, pour faire très vite, la Chine, le consensus social, c'est tu vas en bouffer des ronds de chapeau pendant 15 ans, mais 8% de croissance par an minimum, il y aura des mines chez toi, et il ne faut pas trop être dans certaines campagnes parce que ça va être dur. Mais ce consensus social, d'une façon, il existe en Chine. Nous, on n'a plus de consensus social sur notre modèle de production. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un modèle de consensus social? Alors ça, j'ai aucune idée de comment faire. Bonne chance encore à tous et à BPI. Et voilà. Juste un point sur le sujet mines. Alors, je ne connais pas les mines, mais j'ai eu une époque où j'avais des carrières. Aujourd'hui, en Europe, vous ouvrez c'est très compliqué d'ouvrir une carrière, c'est 10-15 ans. En revanche, une fois qu'elle est ouverte, et en particulier au fur et à mesure qu'elle se referme, vous avez plus de biodiversité post-carrière que vous n'en aviez pré-carrière. Parce que justement, on sait s'imposer en Europe des règles, et je dis, on se les impose, c'est fatigant, oui, mais c'est une bonne chose, évidemment. On sait faire ça, donc on peut faire des solutions. On n'est pas obligé de faire des mines comme font les Chinois avec des esclaves qui bossent dedans. Parce qu'en effet, dans mon smartphone, il y a du temps d'esclaves là-dedans. Et on en profitera pour taxer les mines dégueulasses, et du coup, nos mines elles seront économiquement mieux. Et ça, c'est les mines d'extraction de lithium, par exemple. On en parle, on veut mettre des voitures électriques, on veut mettre des batteries partout, on en a partout, effectivement. L'extraction du lithium, l'image qu'on a de l'extraction du lithium, les grands lacs à ciel ouvert, les oiseaux qui meurent partout, on a des extractions de lithium qui se font actuellement en France. Naturellement, des levées de boucliers de tout le monde. Non, mais nous, on ne veut pas vivre ce qui se passe dans ces pays. On ne veut pas que nos enfants meurent, on ne veut pas que notre eau soit effectivement pleine de lithium derrière. Mais il y a d'autres moyens d'extraire le lithium. Et là, on a quelques clients qui travaillent dans ce domaine. Moi aussi, au départ, j'étais un peu réticent. Non, mais ils vont faire de l'extraction à 10 km de chez moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la plus grande nappe phréatique d'Europe chez nous. Ils ne vont pas quand même nous la détruire. Bah non, justement, ils font des travaux pour faire en sorte que le lithium demain soit extrait d'une façon propre et que notre nappe phréatique et nos oiseaux puissent continuer à voler. Et juste, alors ça c'est mon côté trop optimiste, mais si nous, en France et en Europe, on construit ce monde-là et ce modèle productif-là, les Chinois et les Américains, ils vont y arriver, mais dans 15 ans. Donc on aura 15 ans d'avance. Parce qu'on aura 15 ans d'avance sur un monde désirable. Et une fois que les autres, ils auront un monde non désirable et qu'ils auront vécu dedans, et ben en fait, peut-être que tous nos modèles, toutes nos inventions, tous les trucs qu'on aura fait de monde désirable, on pourra l'exporter. Et alors là, on fera énormément d'argent, quoi. Je trouve ça passionnant, je suis intégralement d'accord. On a du mal à être d'accord entre nous sur un modèle de société désirable, donc sur un modèle productif désirable. C'est sûr que ça va être difficile, mais effectivement, l'industrie, on voit les préoccupations des jeunes, des jeunes générations chez nous,
de tout le monde. Il n'y a pas d'industrie désirable et de consensus social, sociétal, sans responsabilité sociale et environnementale. Donc ça veut dire, est-ce que l'obsolescence programmée a sa place dans l'industrie française? Est-ce que le non-traitement des effluents a sa place dans l'industrie française? Et tout ça, c'est quand même un peu le législateur, donc le consensus public qui peut l'amener, quoi. Je suis d'accord. Tu parlais tout à l'heure de traitement de déchets, effectivement dans la boucle RSE, le traitement de déchets, le meilleur déchet, c'est celui-là qu'on ne produit pas. Donc déjà, réfléchissons à l'éco-conception au départ. Donc ce travail, effectivement, a été lancé aussi. La BPI est aussi derrière, je sais. Ce travail doit être lancé dans toutes les entreprises. Se poser la bonne question, comment on va le produire pour que demain, le retraitement de mon déchet ne me coûte pas d'argent et soit beaucoup plus facile. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe un peu aux questions. Anna, si tu veux bien, c'est ce micro-là que tu vas prendre pour faire passer. Donc n'hésitez pas. Les intervenants sont là pour répondre. C'est un vrai plaisir. Et vous avez vu ces intervenants de haute qualité, je le savais. C'était un grand plaisir de les avoir. Mais je ne conclue pas encore. Bonjour. La question était comment est-ce que les uns et les autres interprétons la nouvelle directive qui est en cours qui est déjà publiée et en cours d'entrée en vigueur, ce qui s'appelle la taxonomie européenne ou CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Disclosure. Je vais laisser peut-être intervenir et ensuite je ferai un complément s'il y a besoin. Je sèche. On a beaucoup regardé ça parce qu'on a une start-up qui travaille dans l'économie circulaire, dans laquelle on a investi, qui fait des scooters. Et une autre start-up qu'on est en train de lancer sur l'économie circulaire et justement le zéro waste et des choses comme ça. Je vais vous raconter une anecdote quand même. Quand on a fait une loi, quand l'État a fait une loi sur la méthanisation et un pourcentage minimum de méthanisation, on a importé de la graisse de porc amazonienne en France parce que c'était devenu économiquement viable. Donc, ce que je vous dirais, c'est que cette loi et ce pack de lois, c'est la première version. On va peut-être avoir des histoires du genre la graisse de porc qui vient d'Amazonie et autres joyeusetés, mais en tout cas, ça déplace l'équation économique. Et donc, la façon dont ça va déplacer l'équation économique va nous renseigner sur est-ce qu'on a fait des bêtises ou pas. On va devoir, probablement, ils vont faire version 2, version 3, version 4 de la loi, mais ça va vers ce mouvement un peu fondamental de donner un prix aux externalités négatives. Quand c'est pas circulaire, ça a des externalités négatives, et de commencer ça. Pour moi, à titre très personnel, l'immense trou, c'est l'absence de taxation de l'alternative. C'est-à-dire qu'on donne un bonus à ceux qui le font, on donne toujours pas de malus à ceux qui le font pas. Voilà. Et quand on regarde la consommation énergétique des appareils ménagers, c'est un carton. En 5 ans, le truc, c'était fait. Pourquoi? Parce que si tu es en dessous, tu payes. Si tu es au-dessus, on te file de l'argent. Et en fait, ça, c'est quand même le meilleur truc qu'on a trouvé pour déplacer l'équation économique du bon côté. Voilà. Là, sur cette partie, effectivement, Norcan et SMR, nous avons travaillé depuis longtemps sur cette économie circulaire. Tous nos composants, tout l'ensemble de nos matériaux, effectivement, sont sourcés au mieux à 20 km à la ronde, au pire dans les pays européens voisins, l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne. Malheureusement, le grand malheur là-dedans, c'est que notre matière première, l'aluminium, ça malheureusement, on ne l'extrait pas pour l'instant pas encore en France, ou on le recycle effectivement en France, mais effectivement là-dessus, on a un gros problème de sourcing. Donc là, effectivement, je suis d'accord sur les taxes qu'on doit mettre sur certains produits quand ils viennent de l'étranger, si on n'arrive pas à les sourcer ici en France. Et un petit point de précision pour ceux qui ne connaîtraient pas la directive en question. Donc l'intérêt, en fait, aujourd'hui, on traite proprement le sujet émissions de CO2. On peut discuter du mécanisme d'ajustement aux frontières, machin. Les quotas carbone, ça marche plutôt bien. Mais en revanche, c'est un seul sujet environnemental. Et donc, en fait, la taxonomie travaille sur les sujets ESG, donc environnement, sociétaux et gouvernance. Et sur l'environnement, il y a 6 axes et non plus un seul. Donc, j'espère, et sous contrôle d'Eric qui a l'air d'écouter là-bas, j'espère qu'il écoute vraiment. Il y a un sujet atténuation, donc diminution des émissions carbone. Il y a un sujet adaptation, comment vivre dans une France à plus 4 degrés. Déchets, économie circulaire, eau et biodiversité.
Et donc on voit bien qu'on passe d'un sujet qui était très focalisé à une vision beaucoup plus globale de l'environnement. Et on se rend compte qu'il faut travailler. Les choix d'un côté ne sont pas forcément aussi simples que de l'autre côté. Si on fait que du photovoltaïque, ça va faire beaucoup d'hectares, on va perdre en biodiversité, etc., etc. Ce qui complexifie l'équation, mais là devient aussi de la contrainte et de l'innovation, disons. Dernière chose, de mon côté, je vois qu'il y a une question en haut. Mais en fait, il faut, je pense, être honnête avec nous-mêmes intellectuellement et avec nos concitoyens sur le fait qu'il y a des conflits de loyauté et des conflits de priorité évidents. Voilà, et qu'il faut les traiter mais les aborder comme tels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution facile. L'artificialisation des sols, par exemple, est une catastrophe pour le climat, la biodiversité, sauf que pour construire une nouvelle usine, on artificialise des sols, parce que ça ne se fait pas sur l'herbe en général. Et c'est vrai partout, donc, et c'est normal en fait, il n'y a pas de... qu'il y ait des conflits de prio, on en a tous. Personne n'est à 200% aligné, je pense, en face de moi et moi non plus. On en a dans les boîtes, on en a partout, et on en a en tant que nation. Et tant que c'est pas dit explicitement que, ouais, en fait, il y a des impératifs de un job décent pour tout le monde et ne pas se retrouver à plus 7 degrés. C'est pas évident en fait. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas si trivial que ça. Voilà. Et parfois il y a cette honnêteté intellectuelle là qui manque et du coup les gens sont perdus quoi. Je m'excuse juste pour le monsieur qui a la question. On m'a fait signe à l'instant par rapport à la verticalité. Donc, on a une entreprise alsacienne dans le pharma qui a effectivement fait ce choix. Ils voulaient étendre, ils voulaient construire. Donc, pareil, bâtiment au sol, surface d'herbe bétonnée, etc. Ils ont fait le choix de monter en hauteur. Là où nous aussi, avec Norcan, notre Rostocker dont je vous parlais tout à l'heure, notre projet Néo, c'est tout à fait ça. C'était un client qui avait 250 mètres au sol qui était rempli de colis. On lui a rempli tout ça sur 5 mètres de haut, maintenant 5 mètres 50 de haut avec des convoyeurs. Sur 10 mètres de long, l'endroit il est beaucoup plus propre, il a pu réutiliser son espace au sol. Donc dans les entreprises aussi, des fois, plutôt que de construire sur l'herbe qui est à côté, sur le terrain qui est vert à côté, des fois on peut monter un peu en hauteur, mettre les administratifs et tout cela en hauteur pour qu'en bas on puisse travailler avec la production et gagner effectivement cet espace vert. Oui, bonjour. Alors, je vous rejoins en fait ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'environnement et la transition écologique. Plus fort s'il vous plaît. Ah, est-ce que là vous m'entendez mieux? Oh, ok, c'est nickel. Donc voilà, ma question en fait, ça va rejoindre ce que vous avez dit juste tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réellement lier la transition écologique avec la tech et la fabrication? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on parle dans les tendances actuelles. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement et qu'est-ce qu'on peut évoluer là-dessus? Je vais prendre plusieurs exemples parce que c'est un vrai conflit et il y a les décroissants qui disent qu'il faut arrêter toute l'industrie et qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche. L'industrie du smartphone pour faire le Gorilla Glass, donc ce que vous avez et qui vous permet en fait d'interagir avec le smartphone. Aujourd'hui, la Gorilla Glass, c'est du sable et un peu d'énergie. Il y a 10 ans, la glace, c'était des trucs dégueulasses avec des terres rares dans tous les sens. Et maintenant, c'est du sable et de l'énergie. En fait, l'innovation technologique et notre modèle productif doit pouvoir nous permettre de devenir beaucoup plus sobre parce que de toute façon, tout va devenir plus cher, l'énergie va devenir plus chère, même en France, mais avec le nucléaire, etc. Et donc, il faut qu'on ait un modèle productif qui va avec les limites planétaires. Et plus on va avoir de l'innovation, plus à limite planétaire constante, on va arriver à faire des trucs. Dans la vérité, il y a énormément de greenwashing par des gens qui ne veulent pas changer de modèle, qui l'achètent très loin et qui en fait exportent les externalités négatives et écologiques et sociales et qui après vous le vendent en disant regarde autour de toi, il n'y a rien qui se passe donc tout va bien. Sauf qu'en fait quand on regarde autour de soi et qu'il n'y a pas d'usine et que rien ne se passe et que tout va bien, en fait c'est la France qui se déclasse pendant qu'en Chine ils mettent de la dette écologique. Et donc, c'est la bonne question et ça n'est pas réglé, ça ne sera pas réglé. C'est tout le temps un combat, tout le temps d'essayer de faire les bons trucs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, je pense, 2 ou 3 fois plus d'ingénieurs talentueux qui viennent dans l'industrie versus aller faire des apps de food delivery. Juste une petite stat pour vous. En 2021, il y a eu 4 fois plus d'investissements par les VC dans les apps pour vous filer de la bouffe que dans le total de l'industrie. Et pan. Elles ont toutes fait faillite. En plus. Non, mais
Je confirme effectivement, c'est dire le fait de réduire effectivement nos productions, de dire on va fermer des industries pour réduire effectivement notre effet sur la nature et sur l'écologie, c'est pas la bonne solution. Il faut effectivement aller de l'avant. Je pense que depuis quelques années, l'industrie s'est remise en question. On a des décrets qui ont été mis en place. D'ici 2030, il faut réduire de 40% nos énergies, mais l'industrie n'a pas attendu 2030 pour commencer à réduire les consommations, parce que la facture commençait à s'élever aussi d'un côté. Donc ce qu'on pouvait économiser dans les dépenses d'énergie, on pouvait l'injecter justement dans la tech. Et c'est ça qui est important demain, de faire cette transition, de dire ok, on réduit nos consommations d'énergie, on isole mieux nos bâtiments, on produit moins énergivore, on consomme moins, on met beaucoup moins de déchets. Mais par contre, cette économie qu'on fait là-dedans, on l'injecte dans une tech pour que demain soit de nouveau plus vert. Et c'est pas pour autant que demain ça va résoudre tout le problème. Comme on dit, ne serait-ce que les mails, les apps, etc. On a des apps pour commander un repas, mais à côté on a des restaurants qui sont en train de fermer et des boulangeries. Donc essayons d'aider toutes ces petites entreprises locales pour continuer à vivre, pour ne pas devoir commander à 50 ou 100 km les repas. Ouais, en fait, tu poses une question qui est fondamentale, qui est compliquée, qui n'est pas résolue. C'est la technologie versus l'écologie, c'est Dieu et la science, quoi. Ça fait des milliers d'années qu'on en débat. Pour moi, c'est à peu près la même nature. Croire que la technologie résoudra tout, je pense on est tous conscients ici que ce n'est pas le sujet. Ça ne suffira pas. Et du coup, la question, c'est une fois de plus, qu'est-ce qu'on désire? C'est quoi le grand large d'une sobriété désirable versus cette écologie punitive dont on entend parfois parler? Pareil, aujourd'hui, on n'a pas de consensus. Il y a des conflits de loyauté, de priorité entre des générations ultra écolo qui achètent du Chine. Donc on ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui vraiment répondre à cette question pour moi. Et tous les efforts de décarbonation de l'industrie, de produire mieux, etc., ne masquent pas pour moi le fait qu'il va falloir vivre avec moins d'objets, qui durent plus longtemps, et que ça, est-ce que c'est grave de ne pas avoir, je sais pas, un grille-pain quand on a un four, une poêle, un machin, je sais pas. Enfin, en fait, on va vers là. Je ne serais pas aussi peut-être moqueuse que toi sur la décroissance. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur justement notre modèle productif et notre modèle de consommation. Est-ce qu'on veut vraiment produire en espérant vendre? Finalement, il y avait du bon à la production à la commande, et on voit que c'est des choses qui reviennent dans l'industrie. Alors sur le très haut de gamme, mais finalement on ne crée pas de stock, financièrement on s'en sort. Mais du coup, il faut aussi des consommateurs plus patients, par exemple. Et donc là, pareil, expliquer aux gens qu'on peut être plus écolo, mais il faudrait être plus patient. Et s'ils cassent, il faut réparer. Et donc là, on est tous traversés par ces contradictions-là, je pense. Et c'est pas résolu. Mais en tout cas, voilà, je partage le fait que la pure tech peut faire avancer énormément de choses dans le bon sens. On a la captation CO2, on a 1000 technologies qui sont en train d'arriver. Mais elles toutes seules, on reste dans un fonctionnement, une équation qui a abouti au désastre. Donc, Il y a une question. Alors, 10 secondes et on répond en 1 minute parce qu'on a déjà passé le délai. Allez-y. Donc, pour réindustrialiser la France, donc, un des ingrédients, c'est donc l'alliance de la tech et de la fab. Mais est-ce qu'en plus, il ne faut pas rajouter une stratégie industrielle pour faire des choix, en particulier par filière? Sur l'industrialisation, comme je vous avais déjà dit tout à l'heure dans ma présentation de l'entreprise, il y a le choix fondamental au départ. Effectivement, ce que vous dites, de choisir effectivement quelle filière, dans quel domaine on va industrialiser, je pense que c'est la partie la plus importante de nos entreprises de demain. Produire juste pour avoir produit et pour créer des stocks et pour derrière les jeter ou ne pas savoir quoi en faire, pour les brader, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire les bons choix au départ avant de se lancer, ne serait-ce que dans la création d'une start-up, mais aussi dans un produit qui doit être industrialisé. Désolé, ce sera un peu le mot de la fin. Il y a une industrialisation par filière. Juste, c'est ce que fait l'État, des feuilles de route. Je parlais du comité de pilotage ministériel. Ouais. Par exemple, investir dans ST microélectronique, c'est garantir qu'on a un accès aux composants de base qui sont présents partout. Donc il y a quand même des initiatives publiques qui sont prises, qui sont assez fortes sur le sujet. Vercors, par exemple. Il y a 5 à 10 filières qui sont ultra protégées par le gouvernement avec des vrais plans de filières. Et c'est en cours. Il y aura peut-être des choix à faire. Il y a le concept américain de nearshoring, mais aussi de friendshoring, de dire il y a des filières, on les fait chez les copains et nous, on ne va pas y aller. Et juste pour finir, je pense que c'était le point de Sophie, le consensus est à créer quand même.
il y a des moments, en effet, on ne va pas pouvoir tout faire. Il va falloir qu'on tranche. Et ça fait partie de ce consensus à recréer qu'on a eu au 19e, qu'on a eu dans les 30 Glorieuses et qu'on n'a plus depuis 15-20 ans. Merci beaucoup de ce temps, c'était passionnant. Merci aux intervenants, c'était vraiment génial. J'ai pris un plaisir fou. Merci beaucoup.